En même temps, ça m'a fait un peu peur parce que là, j'étais un peu fou, quoi. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Une promenade radiophonique avec Nilso. Vous vidiez les poches, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Vous vidiez les poches? Oui, s'il vous plaît. Chapitre 6. Le dessin d'observation. Faut que je vous laisse tout ça. Ah, c'est un son intéressant. Non, il n'y a pas de souci, je vais vous laisser. Ça fait un très joli. Je vous laisse le téléphone peut-être. Allez-y. Pas grave. Forcément. Allez-y. Merci. Les images mentales intéressantes qui sont dans la cabane, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dessins d'observation. Jusqu'à l'acharnement, quoi. Par exemple, quand je suis allé à la galerie qui m'a invité dernièrement, là, j'y suis allé avec une théorie de présentation. Ça consistait à présenter d'abord des dessins que j'avais faits en Creuse ou etc. en observation, des vrais dessins d'observation. Ce que j'appelle des dessins d'observation, c'est que tu restes 5 ans dans un endroit sans bouger et tu fais une espèce de caméra obscura, quoi. Tu fais une photo de ce que tu vois, de manière presque maniaque. Et j'avais 10-12 dessins comme ça, mais sur lesquels j'ai travaillé presque jusqu'à l'abjection, quoi. Les noirs sont saturés. Et dans l'ensemble des dessins, il y a même des fleurs, un parterre de fleurs. C'est un rectangle, c'est très allongé, très peu haut, très large. Et il y a un parterre de fleurs. Et c'est vraiment la boîte de chocolat, quoi. C'est vraiment, ça pourrait être une belle boîte de chocolat où tu pourrais faire une reproduction pour un tissu, un imprimé, quoi. Et j'ai présenté ça et alors, tout de suite j'ai embrayé sur une série de dessins de moyen format qui étaient abstraits, que des sols ou des herbes, et ensuite j'ai présenté les grands dessins que je fais de cabane, une espèce d'aboutissement pour moi, c'est-à-dire une grande zone de hachure où alors là c'est ce qu'on disait avec Thomas Bernard ce matin, où je recompose plus l'impression du voyage tel que je l'ai ressenti dans ces dimensions d'évasion qu'une réalité topographique ou un décor qu'on pourrait reconnaître. Et là, en fait, ce qui rejoint le pouvoir médiumnique, en quelque sorte, du dessinateur, c'est cette expérience qu'a la personne qui se plonge dans un dessin et qui reçoit en retour, qui revoit une situation qu'il a vécue dans un espace donné. Ça, tu l'as avec le dessin, avec l'image mentale. Alors qu'avec le croquis, les gens vont reconnaître un endroit. C'est pas le même. C'est-à-dire que moi, si je définis un croquis, quand j'en parle avec les étudiants ou les jeunes dessinateurs, je dis il faut que ce soit un plan. Alors, même si c'est très mal dessiné, c'est pas grave, il faut qu'on reconnaisse. Alors que moi, ce que j'appelle un dessin, on doit. C'est un lien, c'est une route, un échange presque médiumnique, enfin mental, disons non verbal, entre moi,
qui ne suis pas présent est quelqu'un d'autre à travers le dessin. C'est ça. Du coup, pour arriver à ça, c'est intéressant de s'astreindre. Pour moi, je trouve que c'est intéressant de s'astreindre au nu, faire du dessin d'observation, faire du dessin de croquis, faire du dessin immédiat. Et tu vois, par exemple, Cyril Pedrosa qui de plus en plus arrive à faire des choses fantastiques, à une maturité, etc. Et tu vois, ces croquis, moi, j'étais pas surpris, mais j'étais content de voir que ces croquis sont hyper bien. On sent que là, il est arrivé à... Enfin, je sais pas s'il est arrivé à quoi que ce soit, je suis pas juge. J'ai l'impression, en tout cas, quand on échange... par exemple sur Twitter il dit qu'il apprécie mes dessins et tout, et moi j'apprécie ses dessins, je pense que c'est parce qu'en fait on se reconnaît dans un état d'esprit où dans il y a quelque chose qui est arrivé, et c'est la même chose pour Tanks par exemple, c'est la même chose pour Berthe. C'est des gens, tu sais que là maintenant, c'est comme certains musiciens, ils savent qu'ils vont plus faire de fausses notes en concert. Le questionnement, c'est pas une manière de se vanter ou quoi que ce soit. Ça rejoint ce qu'on disait sur... à un moment donné, tu sais que tu sais faire du pain et que tu sais que ton pain il est bon. Mais tu sais que aussi tu peux varier les plaisirs en faisant parfois des pains différents ou tester des trucs. Mais tu sais que ton pain il sera toujours bon. Parce que c'est au-delà de la farine. Évidemment, c'est le choix d'une bonne farine. Évidemment, c'est le choix d'un four que tu connais parfaitement, etc. Mais c'est pas seulement ça, c'est que tu sais, toi, ce que tu aimes dans le pain. Et par exemple, un bon pain, il faut que quand tu coupes la tranche de pain, il faut qu'il y ait le minimum de miettes. Il faut qu'il y ait une bonne croûte, qu'elle résiste, pas trop, il ne faut pas qu'elle te blesse. Il faut que la mie soit moelleuse. Il faut que tu puisses couper des tranches fines. C'est ça un pain. S'il n'y a pas ça, c'est pas du pain. Un dessin, si tu ne ressens pas une émotion qui correspond à l'émotion que le dessinateur voulait imprimer au départ, c'est des hasards, c'est du graffiti, du gribouillage, enfin je sais pas, mais c'est pas du dessin. Et c'est pas si rare d'avoir des dessins qui donnent une émotion. C'est pas si rare. Tout à l'heure, j'ai croisé dans le métro une très jeune femme avec des cheveux bleus qui était en train de faire des croquis dans le métro. Et je me suis dit, c'est vraiment étrange parce qu'à un moment donné, donc j'ai pas pu m'empêcher de regarder parce que chaque fois que les gens dessinent, je regarde. Et je me suis dit, si je la regarde et qu'elle me regarde, c'est qu'en fait, elle est plus dans un état, pour l'instant, de se motiver à dessiner pour être vue en train de dessiner, plutôt qu'impliquée dans le dessin. Ouais. Ce qui n'est pas une faute et que c'est très bien, parce qu'elle... Ouais. Franchement, déjà, là où elle dessinait, vu le flux de gens qu'il y avait, et se mettre là pour dessiner, il faut vraiment vouloir. Donc je suis sûr qu'elle a le potentiel. Mais j'ai pensé à ça, et je me suis vu, moi, au tout début. Quand Laurent Lelmed m'a dit « Tu t'assois dans la rue, tu commences à dessiner », au début, j'ai dit « Je ne vais jamais réussir à dessiner dans la rue ». Il me dit « Si, tu t'assois à côté de moi, tu prends un tabouret, et puis tu dessines les gens, quoi. » C'est comme ça qu'on apprend à dessiner. Et j'ai réussi à motiver au début parce que je me suis dit waouh, les gens sont en train de voir que je dessine. Et donc ça m'a donné, c'est ça, le fait que je sois vu en train de dessiner qui m'a donné la force de. Mais au bout d'un moment, enfin ça c'est très vite dilué. Moi je supporte pas ça justement. Moi je dessine jamais je fais jamais de croquis comme ça en public. Parce qu'il y a toujours... Et je supporte pas qu'on regarde par-dessus mon épaule. Mais c'est très formateur pourtant. Ouais, mais Lelmed m'a dit comme, tu commences à dessiner à 30 ans si tu veux faire quelque chose, il faut d'abord commencer à faire des croquis. Ouais, mais j'en ai fait, mais en fait, il faut qu'il y ait personne, quoi. Ah non, l'idée c'est que tu es là. Moi j'ai failli me faire écraser. Mais c'est comme entendre sa écrasé par tout le monde au Mali. Tu vois, je dessinais au Mali, il y avait, à un moment donné, il y a un peintre qui est venu me voir et qui m'a dit hey. Parce que lui, il était en face, mais il vendait ses peintures. Et moi je voyais pas. Et...
il y avait plein de gens derrière moi, mais des centaines de gens qui étaient sur le marché de Bamako et qui étaient en train de regarder et pousser. Il me dit mais casse-toi de là, tu vas te faire écraser. Parce que j'avais tellement accepté qu'au bout d'un moment que les gens viennent regarder que je m'étais habitué et j'étais dans ma bulle, mais jusqu'à la bêtise, quoi. Mais j'arrive pas, moi, à rentrer dans cette bulle-là. Il y a trop le regard des gens qui me renvoie, qui me dit... J'ai trop conscience d'être là. Non, mais Lolmen m'avait dit fais-le, et puis au bout d'un moment, tu vas faire abstraction, et c'est vrai. Ouais. Bon, après, j'ai arrêté, je le fais plus. Surtout parce que je vois plus rien. Parce qu'à l'époque, je voyais petit, enfin, je voyais de près et je voyais de loin. Donc Et tu veux pas mettre de lunettes? Voilà, avec un masque, de toute façon. Ouais, c'est sûr. T'as un masque, des lunettes, t'as de la buée. J'ai pas en... Et puis j'ai pas besoin. Je suis plus dans l'apprentissage. Ça me ferait pas de mal, hein. Comme faire du nu, ça me ferait pas de mal. Mais je sais pas. Je sais qu'eux, ils le font, l'Olmed et d'autres le font dans la rue à Paris. Il y a Tanks aussi qui s'est installé à Paris, qui m'avait dit oui, il faudrait qu'il aille faire des croquis. Et puis il y a eu le Covid qui est arrivé. Ouais. Mais je le ferais bien. Avec des gens comme ça, tu vois, c'est intéressant de le faire. Mais moi je crois que j'ai arrêté finalement d'essayer de développer mon dessin. Oui, mais t'en parles tout le temps. Mais c'est que j'essaye. On va le faire, à développer des façons d'écrire. Je vais t'obliger à aller dessiner dans la rue. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Il a raison, Laurent. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point, bizarrement, en dessinant des façades, etc., tu dessines des façades et puis à un moment donné, tu discutes avec un virtuose et qui te dit oui, c'est très bien, mais tu vois, ton œil, là, avec les informations que tu as juste en face, tu peux projeter ton œil à 700 mètres au-dessus, là, puis dessiner en plongée sur l'immeuble, ça sera plus intéressant. Puis tu dis quoi, c'est quand tu essaies et puis ça marche. Non, mais oui, ça pourrait être... c'est incroyable, là. C'est le dessin de... Moi, je l'ai fait beaucoup aussi à un moment donné. Je faisais plus ça que faire des livres. Pour moi, les gros ratages, ça vient du fait que c'est exactement comme les ratages dans les boulangeries. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont juste oublié un détail, c'est que tu fais pas ça pour survivre, toi. À la base, tu fais ça. Il y a une transmission. Ça fait des années qu'on fait du dessin, des années qu'on fait du pain. Il y a quelque chose que tu peux pas faire disparaître en quelques minutes sous prétexte de te faire une marge un peu plus forte chaque année, quoi. Comme ces types qui aujourd'hui font de la viande, ils font de la viande hachée qui est conditionnée et vendue dans laquelle il n'y a plus de viande. C'est une espèce d'absurdité. T'as vu ce que tu disais l'autre jour sur l'artiste qui était dans le métro, qui a des cheveux bleus? C'est pratiquement impossible de dessiner un métro. Ouais, c'est vrai. Même enregistrer comme on fait là, ça me gêne un peu. Et en fait, les gens sont fatigués là. J'ai vu une scène, c'est pas du dessin. J'ai vu deux jeunes femmes dont une posait l'antenne du téléphone sur sa canette de jus d'orange pour que l'antenne soit pour capter plus. Ça m'a intrigué. Mais sinon, je ressens plutôt de la gêne et je ressens plutôt les gens qui essayent d'être le plus possible dans leur intégrité. Et je trouve que sortir un carnet dans la rue, c'est compliqué, mais c'est faisable. Dans un métro, en fait, il y a déjà un tel manque d'intimité, d'intégrité, que j'ai l'impression que
que j'ai l'impression que c'est rajouter de la pression et rajouter du stress à des gens qui sont déjà à bout, quoi. Tu vois, la personne qui était en face de nous, quand il y avait le micro et tout, en fait, ça me gênait un peu parce que je voulais pas le gêner. Et puis franchement, c'est pauvre, hein, mais je pense que le délire quand tu commences le dessin, les délires du dessinateur qui débute, c'est de s'allonger par terre dans son appart, se mettre à l'envers, dessiner les coins, dessiner le métro, dessiner dans le métro, dessiner les gens assis dans le métro, etc. Après, plus ça va, moins c'est les endroits que tu as envie de dessiner, à mon avis. Après, tu as envie de faire du doga, tu as envie de dessiner des danseurs, des gens qui font du judo, de la capoeira, des chevaux qui courent, du nu, des trucs impossibles, des feuilles qui bougent, du sol. Moi, j'adore dessiner le sol, les flaques d'eau, le sol, les différentes les granulations, les sols plus ductiles, moins ductiles, la boue. Ça m'intéresse beaucoup plus que dessiner le métro, en fait. Parce que c'est des lignes et tout. En plus, je vois plus rien, j'ai plus mes yeux. Avant, je voyais hyper bien de près, hyper bien de loin. J'ai jamais besoin de lunettes. Je voyais vraiment super loin de loin. Tous les détails. Maintenant, je vois rien de loin, rien de près. C'est catastrophique. Donc, je continue à vivre sans lunettes. Mais je cumule des erreurs. J'achète du café décaféiné ou du Robusta. Je cumule des erreurs comme ça. Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso, proposée par Henri Landré. Une production du festival Formula Bula. Des enregistrements réalisés à Montreuil et Paris avec Nilso et Thomas Gosselin les 30 septembre et 1er octobre 2020. Oui, c'est en fait, il n'est pas à l'école, Henri, c'est un jardin franco-allemand. En fait, c'est fait pour les familles qui sont franco-allemandes. Quand le papa et la maman sont allemands, ils mettent les enfants à l'école française pour qu'ils apprennent le français. Mais quand le papa ou la maman est française ou le papa et la maman allemands, quand la langue à la maison c'est plutôt le français, ben, c'est vachement bien que le gamin soit dans une école où on ne parle qu'allemand parce que du coup, quand il voit sa maman, lui c'est sa maman, et ben, il parle directement en allemand. Donc à la maison, avec papa c'est français, avec maman c'est allemand. Sinon il ne parlerait pas. Christiane n'avait pas envie d'emblée, elle n'avait pas envie de parler allemand avec lui, parce qu'elle parle parfaitement français. Mais maintenant que c'est lui qui propose de parler, c'est naturel.